point de départ pour les terres australes françaises est ici, à La Réunion. C'est là que l'administration des terres australes et antarctiques françaises, collectivité d'outre-mer, a son siège, et c'est là que le Marion Dufresne a son port d'attache. Car il n'y a pas d'autre moyen que la voie maritime pour accéder à ces îles de l'océan Indien Sud. Deux silhouettes familières permettent d'apprécier la dimension de ces territoires, avec l'archipel de Crozet, celui des Kerguelen et l'ensemble formé par Saint-Paul et Amsterdam. Ces trois groupes sont disséminés à des milliers de kilomètres de toute terre habitée, aux confins des 40e et 50e parallèles. Le front polaire, situé à proximité, marque la convergence des eaux chaudes de l'océan Indien et de celles plus froides de l'océan austral. C'est une zone de brassage foisonnante de vie. Perdues dans cette immensité, battues par le passage incessant des dépressions, les îles australes sont indissociables de leur environnement océanique. Ces îles subantarctiques sont généralement de petite taille, même si sur Kerguelen on est à plus de 7000 km² de surface, le lien avec la mer, avec l'océan qui entoure est très très fort. Et en fait ces îles, ces écosystèmes terrestres, purement terrestres, ne peuvent fonctionner que parce que ces liens avec la mer permettent l'arrivée à l'intérieur des terres de tous les éléments nutritifs qui font fonctionner l'écosystème. Et ces éléments nutritifs arrivent notamment par un nombre très important d'oiseaux de mer, de mammifères marins comme des éléphants de mer ou des otaries, qui viennent à terre périodiquement et contribuent à enrichir les milieux, et principalement les milieux côtiers, de matière organique. Pour des millions d'animaux chaque année, ces territoires sont des sites de reproduction après des mois de voyage alimentaire sur des espaces océaniques absolument colossaux. Kerguelen et les îles Crozet accueillent ainsi les plus fortes concentrations d'oiseaux marins de toute la planète. La flore qui s'est installée là grâce à leurs apports est faite de lichens, de mousses, de fougères et de plantes rases. Ici, pas d'exubérance végétale. C'est le domaine de la résistance aux éléments, de la fragilité et de la rareté. Ces écosystèmes subantarctiques sont très particuliers parce qu'ils ont très peu d'espèces présentes, plantes à fleurs, mammifères, invertébrés. Et ces espèces sont pour la plupart endémiques à cette province subantarctique, c'est-à-dire qu'elles se sont développées dans ces milieux et ont donné des espèces qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Derrière ces paysages plutôt austères et parfois même hostiles, ce sont de véritables sanctuaires de biodiversité, encore relativement préservés, qui font la richesse exceptionnelle des îles australes françaises. Un patrimoine unique dont la France a la responsabilité. Au fil des siècles, la présence humaine sur ces territoires a pris des formes bien différentes. Après leur découverte tardive, ces îles restèrent quelques décennies de simple curiosité géographique. Puis vint le temps de l'exploitation et de la mise en valeur. Les baleiniers furent les premiers sur place, poussés par le très lucratif marché de l'huile d'éclairage. Alors imaginez que là-dessus il y a une lame, voyez, des grands morceaux de graisse qui arrivent. Au début du siècle dernier, 20 années suffirent pour que soient exterminés 95% des cétacés et des éléphants de mer de la région. Aux mêmes époques, des tentatives de mise en valeur par l'élevage connurent des succès très mitigés. Des moutons à Kerguelen, des vaches à Amsterdam furent importés puis abandonnés, faute de rentabilité. Rêve de fortune évanoui, histoire humaine douloureuse, les îles australes ne voulurent pas se laisser coloniser. Dans les années 50 et 60, la présence humaine prit une autre dimension avec l'installation de bases permanentes dédiées à la météo, aux études spatiales et à la recherche. Chaque année, plus de 200 chercheurs séjournent sur ces bases.
Il travaille sur une soixantaine de programmes scientifiques que coordonne l'Institut polaire français Paul-Émile Victor pour le compte des grands laboratoires de recherche français. Pour la base Canal 27, hélico comme d'habitude Canal 9, la plage travaillera sur le 12. Une logistique complexe gérée par l'administration des terres australes et antarctiques françaises permet le fonctionnement de ces bases. Et 4 fois par an, une rotation du Marion Dufresne assure le ravitaillement des districts et la relève des personnels. La présence humaine, même si elle demeure relativement discrète, n'a pas été sans conséquences sur ces milieux d'une extrême fragilité. Comme tout milieu insulaire, notamment dans le schéma subantarctique, lors de la découverte de ces îles et puis lors des premières missions, il y a une contamination importante par des espèces introduites, soit introduites volontairement, c'est le cas du renne, c'est le cas des bovins, c'est le cas du chat, suite à des introductions parfois involontaires, comme le rat et les souris par les premiers navigateurs. Donc évidemment, ces espèces introduites ont largement contaminé les différents milieux. Contamination également par les espèces végétales. On se rend compte qu'un grand nombre d'espèces végétales sont aujourd'hui introduites dans cette réserve naturelle. Mais les facteurs locaux ne sont pas seuls en cause, et dans les années 90, une nouvelle menace a surgi, loin des côtes cette fois. Avec le développement de la pêche palangrière, des milliers d'oiseaux trouvaient la mort chaque année en se précipitant sur les appâts au moment du filage des lignes. Sur les îles australes, les ornithologues avaient vu les populations d'oiseaux nicheurs s'effondrer spectaculairement. Enfin, dernier impact et non des moindres, le réchauffement climatique global. Ces îles subantarctiques sont particulièrement affectées par les changements climatiques. À titre d'exemple, à Kerguelen, entre le milieu des années 60 et le début des années 80, on a assisté à un réchauffement de l'ordre de 1,3 degré. Et parallèlement, on a assisté également à une diminution des précipitations, des pluies et des précipitations neigeuses en hiver. Et aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, on a des sécheresses estivales récurrentes qui touchent particulièrement la faune et la flore qui n'étaient pas habituées à ce genre de situation auparavant. Pour ces multiples raisons, la nécessité de protéger ces milieux s'est imposée dès les années 90. Grâce à l'action conjointe des scientifiques, des TAF et des armements français, l'impact de la pêche sur les oiseaux marins dans les eaux territoriales a pu être limité de façon très significative dès 2003 et 2004. En 2006, cette volonté politique s'est traduite par la création de la réserve naturelle nationale des terres australes françaises. L'idée ici de cette réserve, c'est vraiment de concilier présence humaine permanente, notamment scientifique, qui permet d'avoir les suivis, et protection des écosystèmes. Donc on n'est pas dans une approche de renaturalisation de la réserve naturelle, on est plutôt dans des sauvegardes d'espèces endémiques, d'espèces extrêmement menacées. L'albatros d'Amsterdam en est vraiment l'exemple, mais il n'est pas question d'essayer de retrouver un état originel. Par contre, il est évident qu'aujourd'hui on doit mettre en place des restaurations. Il y a les pétrels plongeurs, il y a les prions qui nichent. Donc c'est qu'il ne doit pas y avoir de présence de rats, il y a du Wilson. Le plan de gestion de la réserve, dont les terres australes et antarctiques françaises ont la responsabilité, prévoit de travailler sur plusieurs fronts à la fois. C'est à partir d'ici qu'on met les raquettes. D'abord, des actions d'urgence doivent permettre de sauvegarder les espèces les plus en danger, comme l'albatros d'Amsterdam, le bois de Filica arborea ou le chou de Kerguelen. Parallèlement, il faut continuer à accumuler des connaissances pour faire des choix de gestion pertinents, en particulier en matière de lutte contre les espèces introduites. La collaboration de la réserve avec les scientifiques de l'Institut polaire permettra de définir des stratégies de restauration des milieux en toute connaissance de cause. Un gros volet au niveau de notre gestion va être la mise en place de programmes de biosécurité avec pour objectif d'arrêter les introductions d'espèces, parce que même si aujourd'hui on n'introduit plus évidemment de grands mammifères, on se rend compte qu'on peut encore contaminer la réserve naturelle
par des introductions malencontreuses, j'ai envie de dire involontaires évidemment, de plantes que l'on transporte dans notre fret. Différents habitants peuvent, lorsqu'ils débarquent, transporter des graines. Pareil pour certaines populations d'insectes. Donc la mise en place d'un programme de biosécurité pour sécuriser la réserve naturelle et éviter toute nouvelle perturbation. Dès à présent, les premières mesures ont été mises en place, avec la désaffectation des serres, source potentielle de contamination sur les bases. Ou encore avec la mise en place de caillebotis pour lutter contre le piétinement qui favorise les espèces invasives. Le personnel des districts et les touristes de passage sont sensibilisés aux précautions élémentaires qui leur éviteront d'être vecteurs de nouvelles introductions. En matière de déchets, une démarche exemplaire est en train de se mettre en place. Le tri sélectif est désormais la règle et à chaque passage du Marion, les déchets sont réembarqués. Enfin, le développement des énergies renouvelables devrait permettre aux bases d'être moins dépendantes des hydrocarbures. Avec la création de cette réserve, toutes les îles subantarctiques de la planète sont désormais sous haute protection. Les terres australes et antarctiques françaises, à travers le plan de gestion dont elles ont la charge, sont déterminées à mettre en place des mesures à la hauteur des enjeux. Et ces milieux d'une grande rareté sont engagés dans une véritable dynamique de conservation.